Généralement, quand on pense à des fantômes, on pense un petit peu à ce qu'il y a dans la culture populaire, c'est-à-dire les films d'horreur qui mettent en place des fantômes, les témoignages d'horreur où des personnes vivent des trucs qui les font flipper. Je viens de cracher un énorme molar. Mais je pense que vous n'avez pas forcément beaucoup entendu parler de personnes qui vivent avec des fantômes et qui sont totalement ok avec ça. Eh bien, laissez-moi vous présenter Brocard. Brocard est une chanteuse qui écrit ses propres chansons. Je ne saurais pas dire dans quel thème musical elle se trouve, mais en tout cas, ce qu'on peut dire facilement quand on la voit, c'est qu'elle a son propre univers qui semble déjà assez gothique. Elle a un site internet sur lequel elle se présente. Brocard est la créatrice d'un monde enchanteur où l'esthétique sombre et envoûtante rencontre les paroles et le design passionné. Son univers marie à la fois la musique et la mode dans une explosion orchestrale conçue pour faire saigner les oreilles et les yeux. Je vous laisserai aller écouter la musique. Personnellement, je trouve pas qu'elle chante mal, mais peut-être que vous, ça va vous faire saigner les oreilles. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Là, vous allez me dire, Ken, où tu veux en venir. Eh bien, Brocard est en couple, là rien d'anormal, avec un fantôme. Et là, je vois que vous avez fait une tête un petit peu... comment ça ? Eh bien, cette femme âgée de 38 ans qui vit en Angleterre était tranquillement dans son lit pendant qu'il y avait l'orage dehors, en train d'essayer de trouver le sommeil après s'être embrouillée avec un pote. Elle pleurait, elle était pas bien du tout parce que le pote avec qui elle s'est embrouillée c'était un très bon pote. Et à un moment donné, elle a senti une sensation de chaleur au niveau de son cœur et ça a évolué en sensation de brûlure au niveau de sa poitrine. Tout son corps était très chaud alors que la pièce, elle, devenait glaciale. Ce qui est bizarre. Brocard, elle voulait savoir ce qui se passait, du coup elle s'est assise, elle a voulu allumer la lampe de chevet qu'il y avait à côté de son lit, sauf que quelque chose l'en a empêché comme une main qui l'a bloqué. Et c'est là que le fantôme lover s'est présenté à Brocard. Il a dit « Hola, ¿qué tal, señorita? Je suis Eduardo ». Bon, il a juste dit « Je suis Eduardo », mais t'as compris. Eduardo dit qu'il est un soldat de l'ère victorienne qui est décédé à 35 ans, mais ce n'est pas un soldat qui est mort avec honneur à la guerre. Le bougre, il est tombé dans un puits. Et après avoir un peu parlé de son histoire, il s'est rapproché de l'oreille de Brocard et il lui a dit « Je t'aime, I love you, ti amo, je t'aime ». Eduardo, il n'a pas perdu de temps. Les manifestations ne sont pas arrêtées là. De temps en temps, quand Brocard prend sa douche, il dessine des petits cœurs dans la buée qui est provoquée par la chaleur de l'eau chaude. Brocard n'est pas du tout apeurée par ça. Elle se sent en sécurité en la présence d'Eduardo. Et d'ailleurs cet homme, ce fantôme, devient en quelque sorte sa muse parce qu'elle lui dédie quelques-unes de ses chansons. Ça pourrait être très mignon si la personne en question n'était pas quelqu'un de mort. Ça pourrait s'arrêter là, mais non. On a évidemment d'autres détails. Brocard a gardé sa relation avec Eduardo secrète. Elle dit que c'est parce qu'elle avait peur que certains tentent d'exorciser sa maison, donc de chasser Eduardo. Donc elle décide de garder vraiment un maximum de secret vis-à-vis de cette relation. Elle lui dédie quelques couplets dans ses textes, mais elle n'en dit pas trop non plus. Elle en dit pas trop, elle est quand même capable de dire qu'elle a jamais ressenti le plaisir qu'on lui donnait avec un homme qui était vivant. Apparemment, si on est en manque de stimulation, faut aller taper du côté des morts. Non, faites pas ça, hein. Parce que ça s'appelle de la nécrophilie, mes chers enfants, et c'est désapprouvé dans la plupart des sociétés. Mais en plus d'être un bon lover, sûrement que ce Eduardo place des petites disquettes de l'ère victorienne à sa dulcinée, il est aussi un peu lourd apparemment. Parce que quand Brocard, elle cherche l'inspiration, qu'elle veut écrire ses musiques, les composer, etc., Eduardo il est jamais très loin, il la saoule. Elle se met dans une ambiance avec des bougies et tout pour rentrer vraiment dans son univers et lui il arrive derrière et il souffle sur les bougies. Eduardo a deux doigts de faire une petite blague, tire sur mon doigt. Mais mis à part ça, Brocard dit qu'elle vit une belle histoire d'amour avec ce fantôme. Et d'ailleurs, elle conseille à tous ceux qui ont du mal à trouver l'amour chez les vivants de se tourner du côté un peu spirituel pour peut-être trouver l'âme sœur du côté des fantômes. Notre amie chanteuse, elle a juste une peur vis-à-vis de sa relation avec ce fantôme, c'est qu'à un moment donné, Eduardo la tue pour qu'elle passe du côté des esprits et être liés ensemble à jamais. Brocard, elle aime bien être vivante, donc elle n'a pas vraiment envie que ça arrive, et ce qu'elle pense, c'est que bien qu'elle est très amoureuse de ce fantôme, c'est qu'à un moment donné, le fantôme va se lasser d'elle, et qu'il va disparaître et tout bonnement la ghoster. C'est ses termes. Il va peut-être la ghoster, un fantôme qui ghost. En tout cas, toute cette situation, c'est-à-dire le petit négatif qu'il peut y avoir dans cette relation assez étrange d'extérieur, ça peut nous paraître bizarre, ne l'a pas empêché de poster sur sa chaîne YouTube il y a vraiment très peu de temps, il y a une dizaine de jours à peu près, son mariage avec Eduardo. Vous voyez ? Eduardo, il est là. Vous le voyez pas ? Moi non plus. La morale de cette histoire, qu'est-ce que c'est ? C'est que les amis, ceux qui n'ont pas de copine ou de copain, et qui en voudraient, et qui potentiellement voudraient bien trouver l'amour, vous n'êtes plus célibataire. Maintenant, vous êtes en couple avec un fantôme. D'ailleurs, moi-même, je fais régulièrement des vidéos avec ma copine, mais c'est juste que vous la voyez pas. Elle est là, hein. Comment ça va, bébé ?
J'ai très mal fait, mais j'essaye de rentrer dans le cadre de l'écran vert. Voici ma meuf, Selena Gomez. Mais je suis con, je dis le nom de quelqu'un qui est même pas mort. J'ai dit on n'est plus célibataire. Donc tous ceux qui regardent cette vidéo seuls, vous ne l'êtes pas. Ça peut en faire peur à certains, mais vous inquiétez pas, c'est que de l'amour. Bon sinon, cette histoire-là, est-ce qu'elle est vraie ou pas? Alors, je pense que effectivement, on peut avoir ce genre de truc. Pourquoi on pourrait avoir des fantômes qui font tomber des tasses et pas des fantômes qui nous donnent de l'amour? Deuxième possibilité, c'est juste un petit coup de marketing, un petit coup de pub pour essayer de propulser un peu la carrière de Brocard et mettre en avant justement cet univers, être la chanteuse qui est mariée à un fantôme. Je sais pas. Moi je voulais vous en parler parce que comme ça tous ceux qui sont célibataires ne le sont plus. Ne me remerciez pas. Par contre si jamais tu quittes ton fantôme, bah en fait il reste toujours avec toi quand même. Donc ça veut dire qu'on aurait des ex encore plus chiants que nos ex. Je vous présente un couple qui a accepté la présence d'un fantôme. Ben Hubbard et Lainey Clark. Eux ils vivent dans une maison hantée. Et ils sont totalement ok avec ça. En fait ils ont commencé par observer un peu comme tous ceux qui pensent être dans un lieu hanté des trucs qu'ils n'arrivent pas à expliquer, des objets qui tombent, ce genre de choses. Donc ils ont invité un médium du nom de Sam pour en avoir le cœur net. Le médium est venu, il a dit qu'il y avait un fantôme du nom de Dave qui était dans la maison, un homme mort dans un accident de voiture, et qu'il avait un lien avec Lainey, la femme du couple. C'est pour ça que elle, de temps en temps, elle ressent comme une sensation de toucher alors qu'elle ne voit personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ben et Lainey se servent justement de la hantise de leur maison, enfin se servent, ça fait très négatif dit comme ça, mais partagent on va dire des choses qui se passent dans leur maison sur les réseaux sociaux, donc YouTube et TikTok. Ils ont une chaîne YouTube où ils partagent des vidéos très régulièrement, que ce soit des vidéos par rapport à leur maison ou pas du tout, et ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont eu aussi un enfant ensemble en 2022. Et l'accouchement de Lainey ne s'est pas vraiment bien passé. Elle a vécu une expérience de mort imminente, et pendant qu'elle était en dehors de son corps, elle a vu des membres de sa famille, mais également le fameux Dave. Et ce serait ce fameux Dave qu'elle décrit comme un jeune, plutôt beau gosse, qui avait un look un peu style années 80, et il lui a dit « c'est pas ton heure, hop, retourne dans ton corps ». Et elle aurait repris conscience derrière. Pour elle, ça, c'est la preuve qu'il y a une vie après la mort. Et ce serait beau, je trouve. Lainey a compris que Dave, au-delà d'être présent dans la maison, veillait sur elle et sur sa famille, et c'est Dave qui a choisi le prénom de son enfant. Est-ce qu'on ne lui accorderait pas un petit peu trop de crédit à celui-là? Et le prénom que Dave a choisi, c'est Apollo. Parce que Ben et Lainey étaient enseignants, et du coup, beaucoup de prénoms qu'ils pensaient donner à leur enfant leur rappelaient un enfant qui était turbulent. Enfin, ils n'avaient pas envie de donner ce genre de prénom à leur enfant, et à un moment donné, le prénom d'Apollo est sorti quand ils ont pris contact avec Dave. En gros, ils ont fait une séance de Ouija, et ils ont posé la question quel nom on donne à notre fils, et hop, 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 Apollo. Le fantôme, il aurait pu sortir une grosse dinguerie. Au début, quand l'enfant est né, Dave était un peu relou, il avait tendance à réveiller l'enfant, il appréciait pas trop sa présence, mais Lainey lui a fait comprendre qu'il fallait ne pas déranger l'enfant quand il dormait, ou ne pas approcher le couple quand il s'occupait de l'enfant. Apparemment, Dave a compris le truc, et plutôt que montrer qu'il est là en balançant des tasses à café sur le sol, apparemment il ne faisait que déambuler, comme ça dans la maison. Il y aurait un autre fantôme, également dans la maison, qui est beaucoup moins présent que Dave, ce serait le fantôme du frère du médium qui est venu dire qu'il y avait Dave dans la maison. Il commence à y avoir du monde. On va pas être là pour débunker si c'est vrai, si c'est faux. Honnêtement, moi je m'en fous un petit peu. Ce que je trouvais sympa, c'était l'histoire qu'il y avait vis-à-vis du fantôme. Je vous montre quelques petites vidéos qui sont sur la chaîne YouTube du couple, où ils montrent un petit peu les événements paranormaux qui se passent. Est-ce que c'est un petit coup de pub pour buzzer? Est-ce que c'est la vérité? Honnêtement, la vidéo que je fais là, c'est pas du tout pour contredire ou approuver ce qui se passe. C'est juste que c'est une histoire qui sort tellement de ce qu'on entend sur les fantômes, comme l'histoire juste avant, que je voulais vous la partager. La vidéo n'était pas nécessairement prévue, mais j'avais envie de vous en parler. Apparemment, le petit Apollo, il fait copain-copain avec Dave, de temps en temps il regarde le mur alors qu'il n'y a rien, comme ça. Est-ce que c'est signe que Dave est devant lui et lui fait des grimaces? Après, on voit quand même que ce sont des parents aimants, parce qu'ils veulent que Apollo, leur fils, soit leur priorité. Ils ont déménagé, ne sachant pas si Dave les a suivis ou pas, pour que leur fils Apollo grandisse dans le meilleur des environnements, parce que beaucoup leur disent grandir dans un environnement où il y a un fantôme, c'est pas forcément le milieu le plus sain, même si le fantôme ne semble pas être agressif, ça peut se comprendre. Mais du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils déménagent dans une partie de l'Angleterre qui est considérée comme la plus hantée. Ils ont peut-être pas trop compris le concept. Après, le couple ne se cache pas qu'ils sont aussi un peu à la recherche de tout ce qui est paranormal. Donc qui sait, peut-être que ils trouveront ce qu'ils recherchent et ils pensent que Dave, de toute manière, va les suivre et qu'il les protégera, quoi qu'il arrive.
ce qui est plutôt un bon état d'esprit. Si tu as tendance à penser que quelque chose de positif t'entoure, je pense que tu vas avoir un état d'esprit un peu plus optimiste. Vous me direz ce que vous en pensez. Le premier jour d'école, notre professeur s'est présenté et il nous a dit qu'on devait faire connaissance avec quelqu'un qu'on ne connaît pas déjà. Et je regardais autour de moi et j'ai senti un léger toucher sur mon épaule. Je me suis retourné et j'ai vu une vieille dame souriante me regarder. Elle a dit « Bonjour, je m'appelle Rose et j'ai 87 ans. Est-ce que je peux te faire un câlin ?» J'ai rigolé et avec enthousiasme j'ai dit « Bien sûr !» Et là, elle m'a pris dans ses bras. C'était très chaleureux. En plaisantant, j'ai demandé « Mais que faites-vous à l'université, si jeune ?» Elle m'a répondu « Amusé. Je suis ici pour rencontrer un mari riche et avoir plein d'enfants. » Je lui ai demandé sérieusement qu'est-ce qu'elle faisait là, parce que j'étais curieux de savoir ce qu'une femme de cet âge-là pouvait faire dans une université. Elle m'a dit qu'elle avait toujours rêvé de recevoir une éducation d'un niveau universitaire, qu'elle n'avait jamais pu l'avoir, mais qu'aujourd'hui, ayant le temps, elle a décidé de s'accorder ce challenge. Après que le cours soit terminé, nous sommes restés ensemble et nous avons partagé un chocolat chaud. Nous sommes devenus amis très vite. Chaque jour pendant les 3 mois qui ont suivi, on parlait sans arrêt, on suivait les mêmes cours. J'étais toujours très intéressé par ce voyage dans le temps que ces souvenirs me procuraient. Au fur et à mesure de l'année, Rose est devenue une mascotte de l'université. Elle était très sociable, donc tout le monde l'appréciait, elle était un peu amie avec tout le monde la connaissait. Elle adorait parfois se déguiser et elle adorait recevoir de l'attention des autres étudiants. Elle participait même aux soirées étudiantes qui étaient organisées et devenant de plus en plus populaire, à la fin du semestre, Rose a été invitée à faire un petit discours pendant un banquet suite à une victoire d'un match de football. Je n'oublierai jamais ce qu'elle a dit à ce moment-là. Elle est montée sur le podium, s'est rapprochée du micro et elle commençait à réciter le discours qu'elle avait préparé. Elle était nerveuse, elle faisait tomber ses fiches où elle avait écrit son discours et de temps en temps elle disait « je suis désolée » quand elle les ramassait. Je suis un peu nerveuse. J'ai arrêté la bière pour le carême et ce whisky m'a rendu totalement saoul. Je n'arriverai jamais à réciter ce discours donc laissez-moi vous dire quelque chose comme ça de tête. Tout le monde rigolait, non pas pour se moquer mais d'amusement. La Rose a toussé quelques instants pour avoir une voix claire. Et elle a dit « Nous n'arrêtons pas de nous amuser parce que nous vieillissons. On vieillit parce qu'on arrête de s'amuser. Il n'y a que 4 secrets pour rester jeune, être heureux et réussir. Il faut rire et trouver de l'humour tous les jours. Vous devez avoir un rêve parce que quand vous perdez vos rêves, vous mourrez. Vous ne le voyez pas mais il y a tellement de gens qui se promènent dans les rues et qui sont morts intérieurement. Il faut savoir qu'il y a une énorme différence entre vieillir et grandir. Si vous avez 19 ans et que vous restez au lit sans rien faire pendant une année complète, alors vous aurez 20 ans. Si j'ai 87 ans et que je reste au lit une année complète sans rien faire, j'aurai 88 ans. N'importe qui peut vieillir. Ça ne demande aucun talent, aucune capacité particulière, mais l'idée, c'est de grandir. Grandir en trouvant des opportunités dans le changement. N'ayez aucun regret. Les personnes âgées ne regrettent généralement pas les choses qui ont été faites, mais à l'inverse, les choses qui n'ont jamais été accomplies. Les seules personnes qui ont peur de la mort, qui la craignent, sont celles qui ont des regrets. Elle a conclu son discours en chantant courageusement une chanson, devant toute la foule, une chanson qui s'appelle The Rose, la rose, comme son prénom. Elle a conseillé à chacun des étudiants présents dans l'assemblée de faire attention aux paroles, de les étudier et de les adopter en mode de vie. L'année universitaire a continué. Rose a obtenu son diplôme et une semaine après qu'elle l'ait obtenu, Rose est décédée paisiblement dans son sommeil. Quasiment la totalité des étudiants de l'université ont assisté à ses funérailles en hommage à la femme qui leur a montré qu'il n'est jamais trop tard pour être ce que l'on désire. Quelque chose qu'elle répétait assez régulièrement est devenu un mantra pour pas mal d'étudiants. Ce mantra qui est « N'oubliez pas, vieillir est obligatoire, grandir est optionnel ». C'est là que l'histoire de Rose se termine. C'est une belle histoire, une histoire triste. On est en 1986, en Inde, et le petit Saru est assez pauvre. Sa famille y l'est, et il vit dans un quartier défavorisé. Il a un frère, Goudou, qui a 14 ans et qui lui travaille déjà pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. Une fois, alors que Saru voulait aider Goudou pour amasser un peu plus de sous et du coup pour que tout le monde puisse manger à sa faim le soir, eh bien il est parti l'aider. Ils faisaient ensemble des petits services à la personne, ils mendiaient, ils faisaient différents petits boulots pour gagner quelques maigres sous. Sauf que Saru étant assez petit, il est vite épuisé.
et étant épuisé, il s'endort sur les bancs d'une gare. Quand Saru se réveille, son frère a disparu. Bien sûr, il a peur, il se demande ce qui se passe, il le recherche, et toujours aussi épuisé, Saru monte dans un train et s'endort à l'intérieur. Il se réveille 2 jours plus tard, tout seul, totalement apeuré dans une gare qu'il ne connaît pas. Sans le savoir, s'étant endormi dans un train, Saru avait parcouru 1500 km. Il est désormais dans la ville de Calcutta, loin de son petit village. Il ne parle pas le dialecte local, donc il est encore plus apeuré. Là, mettez-vous à sa place pour un petit garçon comme ça qui ne parle pas la langue du coin, qui n'a pas sa mère, qui cherche à la retrouver. Ça doit pas être évident. N'arrivant pas à se faire comprendre, Saru survit pendant quelques mois. Il boit au robinet, il fait les poubelles, et c'est un passant, le 22 mai 1986, qui va faire une bonne action vis-à-vis de lui. Ne trouvant pas normal qu'un enfant de la sorte soit livré à lui-même dans la rue, il l'emmène à un commissariat de police. Cette fameuse date du 22 mai va devenir son nouvel anniversaire parce que Saru étant très petit, il n'a pas forcément de souvenirs. Le commissariat prend en charge le petit Saru et il le confie ensuite à un orphelinat local. Là-bas, les orphelins, eux, sont mis à disposition pour des adoptions. Saru ne fait pas exception à la règle et du coup, il est proposé à l'adoption à 2 Australiens, Sue et John Brearley. Le couple d'Australiens tombe sous le charme du petit Indien, ils l'adoptent et ils deviennent donc ses nouveaux parents. Le petit garçon est ramené en Australie, là où vit le couple, et à force d'être immergé dans la culture australienne, Saru adopte et s'adapte à sa nouvelle vie. Mais il a quand même des souvenirs qui le hantent, des souvenirs de son frère, de son village natal, de sa mère notamment, sa mère qui en soi ne l'a jamais abandonné. Ce sont des souvenirs qui le hantent parce qu'il entend des voix, il a des sortes de visions, et ça dure pas moins de 20 ans. Et c'est au bout de ces 20 ans que Saru fait une découverte. Il découvre Google Earth, et il se dit qu'avec ce site internet, il pourrait retrouver d'où il vient. Il commence alors à mener une enquête approfondie par le biais de ce qu'il voit sur le site, par le biais également de ses souvenirs. Il essaye au travers du site de repérer des choses qu'il a encore en sa mémoire. Ses parents adoptifs, eux, le soutiennent totalement et l'aident dans cette démarche. Il essaye de suivre les chemins de fer à partir de Calcutta pour essayer de retrouver la fameuse gare d'où il est parti, sans savoir. Et là, bingo, il se souvient précisément d'un château d'eau. Et ce château d'eau, il le retrouve sur Google Earth. En février 2012, après avoir passé 5 ans sur Google Earth afin de retrouver d'où il vient, Saru prend l'avion et il part en direction de l'Inde. Il a enfin réussi à localiser son village natal, Ganaitanesh, et avec en sa possession une photo de lui petit ainsi que de sa mère, il part sur les lieux pour essayer de la retrouver. Il espère que sa mère n'a jamais quitté les lieux. Une fois sur place, là, ses souvenirs remontent, il reconnaît certains paysages, et ses souvenirs lui permettent de retrouver également la maison où il vivait étant enfant. Sauf que malheureusement, dans cette maison, il n'y a pas sa famille. Il y a un homme à qui il décide de montrer sa fameuse photo de lui et de sa mère, et là encore une fois, le miracle. L'homme reconnaît la femme, une femme qui vit toujours dans le même village. Et encore, très bonne nouvelle, sa mère est toujours persuadée que Saru va revenir. Elle s'est pas dit, bon, il est mort, je passe à autre chose, je fais mon deuil, et la vie malheureusement continue. Elle était toujours restée dans le village, dans l'espoir que son fils lui revienne un jour. Saru a retrouvé sa mère. Ça lui a fait un effet presque surnaturel parce que, en la revoyant des dizaines d'années plus tard, il était paralysé. Mais ça a été instantané. Il l'a reconnue instantanément. Et sa mère, elle aussi, l'a reconnue quasiment au premier regard. Pendant 11 jours, mère et fils ne se sont pas lâchés. On peut le comprendre après autant d'années de séparation. Saru va apprendre quelques informations qu'il avait oubliées, notamment le fait que son vrai prénom est Cheru, et en fait il n'arrivait pas à le prononcer, du coup il disait Saru. C'est pour ça que tout le monde pensait qu'il s'appelait Saru, alors qu'en réalité c'était juste Cheru. Vous noterez quand même la ressemblance, du coup. Les parents adoptifs qui, eux, étaient derrière leur fils adoptif pour qu'il retrouve ses origines, ont rencontré sa mère, sa vraie mère, et la mère biologique et la mère adoptive ont tissé des liens très forts. En même temps, il y a quelque chose de fort qui les unissait, c'était Saru. Saru, voulant mettre sa mère à l'abri du besoin, lui a même acheté une maison parce qu'en Australie, il gagnait bien sa vie. Mais il y a quand même un élément malheureux dans cette histoire, bien que ça finisse d'une manière très positive, c'est que vous vous rappelez, au moment où Saru a disparu, il était avec son frère. Et son frère, au moment où Saru s'est réveillé de sa longue sieste, n'était plus là. Et bien en fait, c'est que ce frère, Goudou, a eu un accident, c'est que il a été heurté par un train, le tuant sur le coup. Ce qui explique pourquoi il n'a pas été retrouvé par le jeune garçon quand il s'est réveillé. C'est là que cette belle histoire s'arrête. J'aurais peut-être dû choisir un autre moment pour dire ça qu'après avoir annoncé la mort du frère.
Mais en tout cas, en général, ça reste une belle histoire. Comme quoi, des fois, quand on a un truc en tête, faut pas le lâcher, parce qu'on voit, même si ça dure un certain temps, jusqu'où ça peut mener. Et ça, c'est très beau, tu vois, ça donne envie de continuer à croire en ses rêves. Vous aurez peut-être reconnu cette histoire, c'est une histoire qui a inspiré un film qui a très bien marché, qui a été nommé aux Oscars et tout, qui s'appelle Lion, qui reprend vraiment fait par fait cette histoire. Et en même temps, tu te dis, une aussi belle histoire, heureusement que ça a été adapté en film pour que le maximum de personnes puissent la connaître. Voici Marvin Immeyer, un homme né le 28 octobre 1951, mais toute sa jeunesse et son adolescence, on s'en fout. Ce qu'on sait, c'est qu'en 1994, il a emménagé dans une ville, la ville de Granby, une ville qui se situe dans le Colorado, à l'est des États-Unis. Ça veut dire à droite. Je sais pas si on reprend la vidéo, ça sera pas inversé, mais à droite des États-Unis. C'était un homme qui était passionné. Il était passionné de pots d'échappement. Chacun ses passions, on ne juge pas. Et il se trouve qu'il s'est passé quelque chose dans sa ville, dans la ville de Granby, qui a été une aubaine pour lui. Cette aubaine, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de terrains à l'abandon et qui avaient du mal à être revendus parce qu'ils étaient difficiles d'accès, ce n'étaient pas des zones très passantes. Donc, on a proposé de vendre ces terrains et il y a un terrain en particulier qui a intéressé Marvin, où il s'est dit qu'il allait faire un investissement pour créer son petit commerce de pots d'échappement. Il a acheté le terrain à une somme vraiment très faible. Vraiment, je crois que c'est quelque chose autour des 42 000 $. Donc, c'était dans les moyens de notre ami Marvin. Il avait fait des économies, donc il avait de quoi se payer ce terrain. Il était très content. Il a pu lancer son petit commerce de pots d'échappement. Et cette personne qui était décrit comme quelqu'un de très sympathique, quelqu'un qui se plierait en quatre pour n'importe qui, a vu son commerce se développer petit à petit, ça a plutôt pris. Il n'a pas fait grande fortune, mais tout le monde pensait qu'il allait lancer son truc et se foirer, mais non, il a réussi à survivre un peu. Il se trouve que le terrain sur lequel il avait placé son commerce était assez particulier. Il était mal placé, il n'y avait pas une route qui donnait directement accès à ce terrain, donc il devait en fait passer sur le terrain de propriété avoisinantes, mais c'était pas un problème parce que ces propriétés avoisinantes étaient à l'abandon. Elles n'avaient pas été rachetées comme le terrain de Marvin, donc personne ne se plaignait. Tout se passait bien quand une grosse société a acheté le terrain juste à côté de celui de Marvin. La société qui a acheté le terrain juste à côté était une grosse société qui avait plusieurs filiales dans le Colorado, donc un poids lourd par rapport à Marvin. Et c'est là que les choses ont commencé un petit peu à dégénérer pour notre ami passionné, c'est qu'en fait, il passait sur le terrain de cette société pour accéder justement à la route. Sauf que la société qui maintenant est là dit « Marvin, c'est fini ». Du coup, le commerce de Marvin qui arrivait à survivre commence petit à petit à se diriger vers la banqueroute parce qu'en fait, les clients ne pouvaient plus accéder à son commerce de par le blocage de la société qui s'est installée. Donc Marvin, il s'est dit qu'à cela ne tienne, l'entreprise qui achetait le terrain juste à côté de celui de Marvin lui propose plusieurs fois d'acheter son terrain. Marvin essaye de négocier, il dit une somme, puis une autre, etc. Mais finalement, ça ne donne rien. Et c'est là qu'on va rentrer dans quelque chose de très vicieux. Les dirigeants de l'entreprise qui bloquent le passage au commerce de Marvin sont des personnes assez influentes dans le Colorado et ils ont donc des liens privilégiés avec certains dirigeants de l'État, notamment de la ville de Granby. C'est-à-dire que Marvin, il est seul contre le monde à ce moment-là. Et il se trouve que bien qu'un accord semblait être trouvé entre la grosse entreprise et Marvin, un accord qui proposait une somme assez élevée, les dirigeants de la ville de Granby ont dit « Le terrain de Marvin, maintenant, il est à l'entreprise ». Donc Marvin se retrouve sans terrain et sans versement qui compenserait la perte de son terrain. Et on demande à Marvin, pour vraiment pousser bien le bouchon, de quitter les lieux, de débarrasser son entreprise, son petit commerce qu'il avait créé de ses mains, en 6 mois. Au bout des 6 mois, il doit être parti. Évidemment, le passionné veut faire entendre sa voix, il essaye de se battre, il fait des recours auprès de la mairie, des recours qui sont toujours jetés à la poubelle. Il fait une pétition qui est signée par tous les habitants de la ville, et ce serait quand même aberrant qu'un État n'écoute pas une population quand tous les habitants sont unis d'une même voix. Ce serait une grande première. Qu'est-ce que j'ai fait tomber ? Oh, qu'est-ce que ça fait là, ça ? La pétition est jetée à la poubelle, Marvin essaye de se faire entendre auprès des médias et encore une fois, on lui crache dessus. Il y a une campagne médiatique en face de lui qui se dresse en y faisant passer Marvin pour le méchant de l'histoire. Et donc Marvin décide de prendre les choses en main. Il se dit, on défèque dans ma bouche, ils veulent mon terrain, ils veulent aussi un bout de mon fessier, donc ce que je vais faire, c'est que je vais construire ma route moi-même. Il investit dans un bulldozer pour construire la fameuse route. Il commence un petit peu à faire ses travaux, et là la mairie arrive et dit « Frérot, stop, ton permis de construire, il a été validé, erreur. C'est une erreur administrative, maintenant,
t'as plus le droit de construire. Et si tu continues malgré tout, on te met une amende. Donc là, on joue vraiment sur les règles. Sauf que, vraiment, le cas où la ville de Granby rentre chez Marvin et lui crache au visage, c'est quand, un peu plus tard, ils lui font une amende parce qu'il n'a pas de route pour aller de la route vers son magasin. Chose qu'il essaie de construire. Et même là, il est en ébullition, le garçon. Et ce que je vous ai pas dit sur notre ami, c'est que c'est quelqu'un qui est très tenace. Un jour, quelqu'un a témoigné, la femme d'un homme lambda, et cet homme avait eu un accident de voiture avec Marvin, il y a eu collision, donc il fallait faire un constat. L'homme voulait un peu laisser passer la chose. Marvin, lui, a été apparemment très pointilleux pour que les choses soient bien faites. Comprenez par là que Marvin, la situation qui lui arrive maintenant, il ne va pas le laisser passer, et tout ça, tout ce qu'il a vécu, ça a fait qu'une nuit s'est transformé en Tony Stark. Il n'a pas construit une armure. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le bulldozer qu'il avait de base acheté pour construire sa route et il l'a transformé en char d'assaut. Il est allé taper dans l'entreprise de construction qui empiète sur son terrain et qui est en train de le virer pour utiliser des machines et il a blindé son bulldozer avec du béton. Il a vraiment créé à lui tout seul un engin militaire, clairement. À l'intérieur du bulldozer, il y avait une sorte de bunker avec des vivres, de quoi en soi vivre dedans. Pas pendant des années loin de là, mais survivre en tout cas quelques jours. Il avait mis un système d'aération, il avait mis un système de climatisation pour pouvoir être dans une température normale, vivable. Il avait mis des petites fentes qui étaient également blindées. Et il avait, États-Unis oblige, des armes à feu dont il comptait se servir. Il pouvait les passer dans les fentes pour tirer sur ce qu'il y avait à l'extérieur. Il avait également pris une arme de poing avec lui pour se défendre si jamais, eh bien, quelqu'un essaie de s'introduire dans son petit char d'assaut improvisé. Il a passé 3 nuits à construire dans le secret cet engin. Il a mis des caméras pour voir ce qui se passait, des caméras qui s'auto-nettoyaient comme ça, la poussière ne prenait pas, il avait toujours une vision sur ce qu'il y avait. Et plutôt que d'utiliser son bulldozer pour raser son terrain et faire ce qu'on lui a demandé légalement, Marvin s'est dit mon terrain il va rester mais ce qui va partir c'est la ville. Il s'enregistre sur des cassettes pour justifier ce qu'il a fait et une des phrases cultes qu'il a pu dire et qui je trouve est assez parlante même aujourd'hui, on peut donner raison à Marvin sur cette phrase. Il dit parfois un homme raisonnable, car il est vrai que Marvin a toujours été quelqu'un de plutôt raisonnable, doit pour se faire entendre faire des choses déraisonnables. Et la chose déraisonnable qu'il a réalisée, c'est la chose suivante. Le 4 juin 2004, Marvin part à bord de son engin dans la ville de Granby. Juste avant de partir, il a soudé la porte pour accéder à son bulldozer, c'est-à-dire que personne ne peut rentrer dans l'engin, mais lui-même, il peut pas en sortir. Ou en tout cas, il faut utiliser des moyens extrêmes pour y arriver. Marvin, lui, de l'intérieur, il peut rien faire, de l'extérieur, bon oui, si on utilise certains moyens, on peut y arriver, mais on peut pas ouvrir la porte à main nue. Et donc, cette journée-là, Marvin, à bord de son engin destructeur, a traversé la ville de Granby et il a détruit pas mal de lieux. Déjà, il s'en est pris pas entièrement, mais partiellement à l'entreprise qui était responsable de ses malheurs, c'est-à-dire l'entreprise qui s'était installée juste à côté de son terrain, mais lui, ce qu'il voulait vraiment attaquer, là où il voulait vraiment marquer le coup, c'était sur la mairie. Beaucoup de véhicules municipaux sont détruits, tout le bâtiment municipal est réduit à l'état de gravat. Évidemment, l'engin de Marvin qui se balade en ville, ça se remarque, donc la police rapidement intervient, sauf qu'ils ne peuvent rien faire. Le blindage de Marvin empêche toutes les balles de pénétrer à l'intérieur du bulldozer, et vous savez bien que la police n'a pas de gros calibre, c'est des armes de poing principalement, donc ils ne peuvent rien faire. Certains arrivent à monter sur le bulldozer, mais même à bout portant, ça n'a aucun effet. Marvin continue son attaque. Son objectif, après avoir détruit la mairie, c'est de détruire une antenne média qui s'est, vous savez, retournée contre lui quand lui-même a essayé de faire entendre sa voix au travers des médias. Il y a eu une campagne médiatique en face de lui, il va s'attaquer notamment aux journaux qui ont essayé de descendre sa réputation. Si vous ne l'avez pas compris, il s'attaque en fait à tous ceux qui sont responsables, qui ont eu une part dans son malheur, qui ont joué contre lui. Donc ça peut être une banque, la maison d'un juge qui a par exemple accepté l'amende pour la fameuse route qu'il n'a pas construite alors qu'il était en train de le faire. Rapidement, l'armée américaine et même le SWAT interviennent sur place. Évidemment, on va pas laisser un bulldozer comme ça rôder dans la nature. Surtout que Marvin ne fait pas que détruire des bâtiments, il
tire avec ses armes à feu, il tire sur des bouteilles de propane qui auraient pu exploser. Fort heureusement, ça n'a pas été le cas. Il a tiré sur des engins électriques. Et fort heureusement, parce que ça aurait été dramatique, l'opération de Marvin n'a causé aucun décès. Les bouteilles de propane sur lesquelles Marvin a tiré n'ont jamais explosé. Si ça avait été le cas, là par contre, le bilan humain aurait été très élevé. Et Marvin ne serait pas passé pour quelqu'un qui est un peu considéré comme un héros, mais il serait passé pour un criminel. Marvin continue son attaque, et bien qu'il y ait le SWAT et l'armée américaine, personne n'arrive à arrêter le bulldozer. Vous vous demandez sûrement comment, en fait, tout ça s'est terminé, sachant que Marvin semble être inarrêtable. En fait, Marvin a eu un énorme coup de malchance. Il a détruit toutes les voitures de police, il n'y en avait plus aucune qui appartenait à la ville de Granby, mais à un moment donné, après avoir détruit un bâtiment, ce qui permettait de faire avancer son bulldozer, les chenilles, en fait elles se sont bloquées à cause de gravats, d'un bâtiment qu'il avait détruit. Et Marvin s'est donc retrouvé arrêté sur place. Il ne pouvait plus avancer, et vous en doutez bien que personne n'allait aller l'aider de bon cœur pour le désengorger de la situation dans laquelle il se trouvait. Les gens voulaient juste l'arrêter à ce moment-là. Et heureusement d'un côté que les chenilles du véhicule de Marvin se sont bloquées parce que le gouverneur de l'état du Colorado avait pris une décision radicale, c'était envoyer un hélicoptère de combat pour envoyer une torpille afin d'arrêter la progression de Marvin, sauf que, après coup, on s'est rendu compte que la torpille aurait détruit la moitié de la ville de Granby et que c'est même pas sûr que le bulldozer de Marvin aurait été impacté par les dégâts. Donc d'un côté, heureusement que ça n'a pas été fait parce que là, le bilan humain aurait été catastrophique. Finalement, Marvin étant arrêté, il a décidé de ne pas se rendre parce qu'il savait qu'il allait finir forcément en prison et il n'estimait pas que c'était quelque chose de légitime au vu de tout ce qui lui est arrivé. Pour lui, sa vengeance était légitime. Donc ce qu'il a décidé de faire, c'est de se donner la mort dans son véhicule avec l'arme de poing qu'il avait pris avec lui. Une des personnes des services de l'ordre qui était montée sur le véhicule de Marvin quand il était à l'arrêt a entendu une très faible détonation venant de l'intérieur du véhicule. C'est là qu'il a compris ce qui s'était passé. La détonation était très faible parce que le blindage du véhicule qui était tellement épais a couvert le son. Et c'est 12 heures après qu'on a réussi finalement à ouvrir la porte du bulldozer de Marvin et qu'on a réussi à extraire son corps. Beaucoup aux États-Unis considèrent que Marvin est un héros. Certains le considèrent comme le symbole de l'homme qui se dresse contre l'État, qui impose sa volonté. Bon, il faut avouer que Marvin a eu énormément de chance qu'il n'y ait eu que des dégâts matériels et qu'il n'y ait eu aucune victime. Marvin faisait attention, mais vous vous doutez bien qu'à bord d'un tel engin, un accident peut très vite arriver.